Merci Catherine. Je remercie au nom de Luc et de toutes les équipes de Wild Touch, évidemment, le Musée des Confluences, Catherine et toutes les équipes pour avoir organisé ce week-end d'événements autour des sciences du climat, de l'Antarctique et également de la COP21. J'espère que vous savez tous, évidemment, depuis hier midi, ce magnifique traité qui a été signé. Maintenant, il faut encore, évidemment, l'étape supplémentaire qui consiste à ce que chacun des gouvernements le fasse appliquer dans son propre pays. Mais c'est déjà un accord inespéré qui a été négocié hier. Donc voilà, c'est notre travail d'ONG d'avoir aussi participé comme on pouvait à faire passer ce texte, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Je suis ravi et un tout petit peu déçu, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'on avait prévu, en ce moment, il y a Luc Jacquet avec toute une équipe qui est retournée en Antarctique 10 ans après le tournage de La Marche de l'Empereur, pour justement prendre la température de ce qu'est l'Antarctique et sa biodiversité avec le changement climatique qui existe malheureusement aussi là-bas. Tout ce qu'on fait ici a un impact là-bas, où on a pour la première fois de mémoire d'homme observé de la pluie qui est tombée en Antarctique, avec des petits bébés manchots qui ne sont pas préparés à recevoir de la pluie, donc avec très peu de taux de reproduction. Il n'empêche que cette année, les manchots vont bien. Vous allez pouvoir voir une magnifique petite vidéo qui a été exprès faite pour vous aujourd'hui, spectateurs de la marche de l'Empereur, mais on devait organiser un duplex avec Luc Jacquet, spécialement pour vous. Il se trouve qu'il y a une énorme tempête depuis un peu plus de 24 heures et que 2 des satellites ne peuvent pas émettre. Donc plutôt que ce soit déceptif et que ce soit coupé en quelques secondes, on a fait faire cette vidéo exprès la nuit dernière. Donc c'est un message qui vous est adressé. Je voulais juste vous dire, avant de vous quitter, de vous souhaiter évidemment une très belle séance, que ce film est un film emblématique de ce qu'est la biodiversité en Antarctique, mais qui est la biodiversité du monde entier. C'est que tout ce qu'on fait au quotidien, en tant qu'individu, chef d'entreprise ou gouvernant, a un impact à peu près partout sur la planète. C'est quelque chose qui doit vous parler, qui s'appelle l'effet papillon. Et tout ce qu'on fait ici, les manchots empereurs, mais aussi les oiseaux et toutes les formes de biodiversité végétale ou animale du monde entier sont impactés, y compris au bout du monde, comme on va le voir là pendant le film. Je vous propose... Oui, alors je vous indique et aussi également qu'il y a un très beau débat qui sera animé tout à l'heure à l'issue de la projection du film. Donc au générique, ne quittez pas vos places. Il y a des spécialistes qui viendront justement échanger avec vous parce que c'est pour vous que c'est organisé, pour que vous puissiez aussi poser des questions. Donc au terme du film, il y aura des questions-réponses. Je n'en dis pas plus, je vous souhaite une très belle séance. Il y aura la petite vidéo clin d'œil de Luc et très bon après-midi à vous. Et merci d'être là. Bonjour ou bonsoir, c'est le soir pour nous. Je voulais saluer d'abord toute l'équipe du Musée des Confluences. On est sur les lieux même du tournage de La Marche de l'Empereur avec ces poussins qui sont nés cette année et qui sont les enfants des vedettes. En tout cas, c'est une idée amusante. C'était il y a 10 ans, pratiquement jour pour jour, que le film sortait. On l'a tourné ici même sur l'archipel de Pointe Géologie, tout contre le continent antarctique dont on voit les falaises derrière nous. On est en train de mener ici, aux confins du continent antarctique, en terre Adélie, près de la base scientifique française du Mont d'Urville, une expédition nommée Antarctica, où avec des artistes, avec des scientifiques, on témoigne de la beauté, de la fragilité de l'Antarctique. Cette expédition va donner lieu à une grande exposition au Musée des Confluences, comme vous le savez sans doute, qui commencera au printemps. On va avec vous partager tout ce qu'on a vécu ici, avec l'équipe de Laurent Balesta sous la banquise, avec Vincent Munier, qui à l'heure où on parle, sur le continent en train de faire des photos, avec l'équipe de Jérôme, avec la mienne. On va vous raconter, on va vous montrer ce qu'on a vu, on va vous raconter comment ça marche ici. On va vous raconter aussi le prix de la vie, le prix incroyable de cette vie dans ces milieux les plus extrêmes du monde. Ici, on a l'impression que c'est couvert d'animaux. Il y a des manchots empereurs ici, des manchots Adélie, des pétrels des neiges juste à côté. Mais si on fait 500 mètres, on est sur le continent antarctique qui est un désert absolu. Il n'y a pas de vie du tout. Et c'est parce qu'on a vraiment le sentiment ici. Ouais, salut. On a vraiment le sentiment ici. Oh les gars, je peux parler? Bon, je peux parler. C'est parce qu'on a vraiment... Ils ont l'air d'être d'accord avec moi en tout cas. On ne l'avait pas répété. C'est parce qu'on a vraiment le sentiment ici que la vie est précieuse, qu'on a envie, je crois, de la protéger davantage, peut-être un peu plus que tout le monde.
Je suis extrêmement troublé de penser que le destin de ces animaux, regardez, qui ont absolument aucune peur de nous, qui sont incroyablement, j'allais dire amicaux, oui, ont leur destin qui dépend de décisions qui vont se prendre à l'autre bout de la planète, loin, bien loin d'ici. Il est difficile de penser que notre civilisation peut affecter le fonctionnement de ces écosystèmes, et pourtant si. Donc voilà, l'idée c'est de se mobiliser tous ensemble, raconter, émouvoir, faire comprendre. J'espère que vous vous embarquerez avec nous, j'espère que vous viendrez voir cette exposition. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une très très bonne projection. Appréciez ce film qui pour moi est voilà, un souvenir incroyable, étrange. Et on se revoit très bientôt. Voilà. Bye bye. Ciao les gars, vous dites au revoir. Ah, ils sont, voilà. Allez, ciao. Non, c'est là-bas la caméra, regarde. C'est là-bas. C'est incroyable, non? Merci déjà à vous d'être venus cet après-midi et merci à nos invités d'avoir accepté de discuter avec nous aujourd'hui à la fois du réchauffement climatique, de la COP21 qui vient de se terminer et puis de vos spécialités respectives. Alors je vais commencer par une présentation de nos invités et puis on passera sur une rapide présentation en 6 diapositives pour vous faire un état des lieux scientifique de ce qui est mesuré actuellement sur le réchauffement climatique. Et ensuite, nous aurons notre discussion. Et puis, bien sûr, on vous donnera la parole pour les questions-réponses en fin de discussion. Alors, Alexandra Touzeau, vous êtes paléoclimatologue. Vous travaillez au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Paris. Donc, paléoclimatologue, on s'intéresse au climat du passé. Marc Éléaume, vous êtes spécialiste des crinoïdes. Alors les crinoïdes, c'est des drôles d'animaux au fond marin, qui vivent dans les fonds marins. Et vous travaillez au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Enfin, Emmanuel Lemeur, vous êtes glaciologue, vous travaillez plutôt sur les modélisations des glaciers alpins et antarctiques d'ailleurs. Et vous êtes au laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement de Grenoble. Alors est-ce que, voilà, j'ai mes diapositives. Rapidement, je voulais faire ce point pour montrer les dernières données scientifiques sur le réchauffement climatique. Alors, je vais peut-être me mettre debout, pardon, pour voir. Alors, on va passer à voilà. Alors, le premier point que je voulais vous montrer, c'est les concentrations en dioxyde de carbone. Alors, pourquoi le CO2? Tout simplement parce que c'est ce gaz qui, aujourd'hui, impacte le plus le climat de la planète. On le mesure, la première station météorologique qui mesure en direct les concentrations de CO2 dans l'atmosphère se situe à Hawaï et on a des mesures qui datent de 1958. Pour aller en deçà de 1958, on se sert des carottes de glace. Pour ceux qui ont vu le ciel et la glace hier, l'auront compris. La neige, en tombant en ferme, emprisonne des gouttes de gaz. Des bulles d'air finalement, et c'est ces bulles d'air qui vont représenter les archives du climat passé. Et on arrive, grâce à des carottes en Antarctique, à remonter jusqu'à 800 000 ans. Donc on le voit, il y a eu évidemment une variabilité assez importante, mais c'est assez clair sur ce schéma que sur 800 000 ans, en tout cas, les concentrations n'ont jamais dépassé 300 parties par million, et qu'aujourd'hui nous sommes au-delà de 400 parties par million. D'ailleurs, cette année, pour la première fois, on a mesuré une moyenne mensuelle au-delà de 400 parties par million. Et c'est amusant d'ailleurs de constater qu'il y a 30 ans, on considérait que 350 parties par million, c'était vraiment la valeur à ne pas dépasser, la valeur dangereuse. On en est bien loin. Alors, la diapositive suivante, et c'est vraiment tout neuf, là, c'est une étude qui est tombée cette semaine. Et j'ai voulu vous la montrer parce que c'est quand même la première fois qu'on a un petit peu de notes positives dans ce dossier. Donc ça, c'est issu du projet Global Carbon Atlas qui regroupe des scientifiques du monde entier qui essayent d'évaluer toutes les émissions carbone sur la planète. Et pour la première fois, ils estiment qu'en 2015, il va y avoir une diminution. Vous voyez qu'on était sur une augmentation d'1% dans les années 90, entre 90 et 99. Ensuite, nette accélération, on était passé à 3,2% dans les années 2000.
On commençait à noter une inflexion en 2014, et là, ce n'est pas encore définitif, mais ils estiment qu'il va y avoir une diminution, une faible diminution, 0,6%, mais c'est pas rien. Alors à dire, est-ce que 2014 sera l'année du pic des émissions mondiales? On n'en est pas du tout là. Cette diminution, elle s'explique aujourd'hui principalement en fait par une diminution des émissions, une diminution de l'augmentation des émissions chinoises qui petit à petit stoppent leurs émissions charbon et passent à des énergies photovoltaïques, hydrauliques et éoliennes, et aussi bien sûr nucléaires. Rien que pour l'année 2015, ils ont mis en service 8 réacteurs nucléaires. Alors on va passer à la suivante. Alors les températures, évidemment, c'est le facteur le plus regardé. Ces 4 stations météorologiques sont les stations météorologiques les plus utilisées pour tout ce qui est modèle climatologique du futur. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté. Donc on a des reculs de plus d'1 siècle. Et vous voyez que les graphes parlent d'eux-mêmes. Les 9 des 10 années les plus chaudes sont toutes mesurées dans la dernière décennie. Et d'ailleurs, l'Office mondial de météorologie vient d'annoncer, pas plus tard qu'il y a 2 jours, que la période décembre 2014, novembre 2015 était la plus chaude jamais enregistrée depuis 1880. Alors, prochaine diapositive suivante. On passe le niveau marin. Alors le niveau marin, pourquoi le niveau marin? Évidemment, quand l'air se réchauffe, les mers se réchauffent. Et par effet tout à fait physique, les molécules d'eau se dilatent. Donc ça, c'est l'explication principale de l'élévation du niveau des mers. Et à ça s'ajoute la fonte des glaces continentales, donc qui viennent rajouter un peu plus d'eau dans les mers. Donc là, c'est mesuré par des stations marégraphiques, et la plus ancienne d'ailleurs, une des plus anciennes, c'est celle de Brest. Les premières mesures remontent à 1679. Et donc voilà, là c'est le résultat aussi indiscutable. Ah oui, je voulais aussi vous dire que depuis 1970, le niveau marin est mesuré par satellite, ce qui a d'ailleurs permis de réaliser que l'élévation des mers n'était pas du tout homogène sur toutes les mers. Par exemple, le Pacifique Ouest s'élève beaucoup plus rapidement que le reste. Et ça s'explique par un réchauffement qui n'est pas du tout homogène dans les océans, pour des histoires de courants océanographiques. Donc le résultat, c'est une augmentation de 1,7 mm par an sur une première période entre 1880 et 1990, et une nette accélération de l'élévation des mers depuis 1990, où là on est à 3,3 mm par an, donc 2 fois plus vite. Alors quel impact sur les pôles? Prochaine diapo. Donc ça, ce sont des mesures par satellite. Donc là, vous avez ici les variations en masse des 2 pôles, donc l'Antarctique à gauche, le Groenland à droite, avec pris arbitrairement comme année de référence 2009. Et donc on voit qu'il y a évidemment une évolution très négative de la masse de nos 2 pôles. Le Groenland, d'ailleurs, perd beaucoup plus de masse que l'Antarctique, mais à eux deux, chaque année, c'est environ 500 milliards de tonnes de glace qui disparaissent. Alors pour la mer de glace, prochaine diapo, c'est le même topo. Donc là, il y a des satellites qui mesurent leur superficie quotidiennement depuis 1978. Et donc voilà, les courbes parlent d'elles-mêmes également. On a une diminution de 7% environ tous les 10 ans. La glace de mer, j'ai dit. Ah pardon, j'ai dit la mer de glace, il y a une grande différence. Donc la glace de mer, c'est les glaces flottantes dans l'océan Arctique, qui du coup ne participent pas à l'élévation des mers parce qu'elles ne sont pas posées sur un socle rocheux, mais elles flottent sur l'océan Arctique. Dernière diapo, voilà, donc on passe aux glaces de montagne. Donc là, on a tous les glaciers de montagne répertoriés dans le monde, avec l'évolution de leurs épaisseurs chaque année. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de pastilles rouges que de pastilles bleues. Et d'ailleurs, il y a à la fois une diminution de l'épaisseur de ces glaciers, mais il y a aussi une diminution de leur longueur.
Mais je vais arrêter de monopoliser la parole et on va justement profiter de la présence d'Emmanuel Lemeur, qui est donc, comme je vous le disais, glaciologue. Alors vous les arpentez, ces glaciers, depuis maintenant plus de 15 ans. Est-ce que vous diriez que vous voyez le réchauffement en direct ? Oui, bonjour. Malheureusement, oui. Mais j'ai envie de dire, pour ça, pas besoin d'être un scientifique averti. Je vais envie de dire par là que le moindre randonneur qui va aller arpenter ces glaciers ou qui va faire des courses dans les Alpes, il peut s'en rendre compte par lui-même. Moi, j'ai une anecdote, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent, mais il y a un refuge assez célèbre dans les Écrins, pas très loin de Grenoble, qui s'appelle le refuge du Promontoire. Et moi, quand je commençais mes premiers pas, peut-être pas de chercheur, mais d'alpiniste, à l'époque, on y accédait exclusivement par le glacier, c'était incontournable. Or, j'y suis retourné il y a quelques années, et quelle n'a pas été ma déconvenue, il n'y avait plus de glace, et on pouvait y aller sans crampons, sans piolets, sans aucun danger. Donc c'est un marqueur tangible, évidemment, du réchauffement climatique et des conséquences sur des objets très sensibles que sont évidemment les glaciers. Donc là, pas besoin de mesure. Je pense que le commun des mortels, il peut s'en rendre compte. On voit que les glaciers reculent d'année en année. Ça se mesure relativement facilement. Il y a les satellites qui mesurent, mais à la limite, nous, on a une technique très, très simple de mesure qui consiste chaque année, à la même époque, à aller poser un repère là où se situe le glacier. On revient l'année suivante et on voit que ce repère, il se trouve à 40, 50, 60 mètres du front du glacier. Alors il suffit de prendre des positions GPS correspondantes et puis on est capable de reconstituer très facilement la chronologie du retrait glaciaire. Alors vous travaillez à modéliser le futur des glaciers des Alpes. Est-ce que nos enfants, nos petits-enfants pourront encore chausser leurs crampons ici dans les Alpes ? Alors je vous rassure, oui, parce qu'en fait, ce sont avant tout ce qu'on appelle les petits glaciers, et les glaciers à altitude intermédiaire qui, eux, vont être très sensibles au réchauffement climatique et qui sont voués à disparaître. Mais Dieu merci, si on va suffisamment haut, je pense notamment au massif du Mont Blanc, aux principaux massifs, on aura toujours des glaciers, parce que faire disparaître complètement les glaciers de la surface des Alpes, on va dire, ça suppose d'invoquer des changements climatiques complètement irréalistes, c'est-à-dire au moins 8-10 degrés de réchauffement, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc oui, il faudra aller les chercher un peu plus haut, mais ils seront toujours là. Alors, quid de l'Antarctique, hein, vous vous rendez pratiquement chaque année en Antarctique depuis maintenant 10 ans. Oui, à peu près, ouais. Est-ce que c'est le même topo pour vous ? Alors c'est moins évident, déjà le réchauffement climatique il est moins évident en Antarctique, alors il l'est en certains endroits, je pense à la péninsule antarctique qui elle sort un Antarctique petit de l'Ouest. Oui, en Antarctique de l'Ouest, qui elle, de par sa position en latitude moins polaire, et fait un peu guise d'exception. Alors là oui, effectivement, on a à peu près 60 années de mesure, et sur ces 60 années de mesure, on a vu de manière tangible une augmentation des températures d'à peu près 2 degrés, voire un peu plus. Par contre, pour le reste de l'Antarctique, c'est pas aussi évident. Il y a des endroits où on observe un réchauffement, il y a d'autres endroits où c'est plutôt le contraire, un refroidissement. En fait, il faut voir que l'Antarctique, c'est quelque chose de climatiquement isolé, de par les courants qui circulent autour. Et en fait, on a l'impression que l'Antarctique s'affranchit un petit peu du réchauffement auquel les glaciers de montagne vont beaucoup répondre. En plus de ça, c'est des espèces de grands glaciers, on appelle ça des calottes glaciaires, qui sont beaucoup plus inertiels. Donc les effets du réchauffement climatique, si réchauffement il y a, sont beaucoup moins évidents prendront plus de temps à déceler qu'ils ne le sont dans le cadre des glaciers de montagne. Alors il n'empêche, il y a 2 ans, hein, vous expliquez qu'il y a eu plusieurs jours de pluie, ce qui a d'ailleurs tout à fait été dramatique pour la reproduction des manchots. Ouais, c'est ce que mentionnait le prédécesseur, enfin l'interlocuteur précédent, là, pas Luc Jacquet, mais le directeur de Wild Touch. Oui, bon, c'est vrai, on a vu de la pluie, et j'avoue que c'était la première fois que je voyais de la pluie en Antarctique. De là à dire que c'est la manifestation d'un réchauffement tangible, non, parce que le climat, c'est un état moyen de l'atmosphère, mais par rapport à cet état moyen, il y a toujours une variabilité naturelle, et rien ne nous empêche de mettre ce phénomène, aussi exceptionnel soit-il, au compte de la variabilité naturelle. En fait, rien ne dit qu'il y a 70 ou 80 ans, quand on n'était pas là-bas en Antarctique, il y a peut-être bien eu des épisodes de pluie comme celui-là, sauf qu'on n'était pas là pour les voir. Alors, si évidemment ces épisodes étaient amenés à se reproduire à haute fréquence, là on pourrait dire qu'on a ici un effet tangible, un signe tangible de réchauffement climatique, mais pour le moment, moi je ne m'avancerai pas.
Alors, il n'y a pas que la glace qui pâtit du réchauffement. Marc, vous travaillez, vous, sur le vivant, et évidemment, le vivant répond directement aux élévations de température. On le sait bien, en tout cas, sur les papillons, sur les oiseaux. Vous intéressez aux crinoïdes. Donc, je l'expliquais tout à l'heure, les crinoïdes sont des drôles d'animaux qui vivent dans les fonds marins. Et vous êtes aussi souvent en Antarctique. Ce qui vous a d'ailleurs valu la surprise de constater qu'il y a une vie foisonnante dans les fonds marins, alors qu'il n'y a que 3 ou 4 oiseaux en surface. Ça, c'était une grande surprise pour vous? Alors, il y a un peu plus de 4 oiseaux en surface. Mais oui, quand on aborde l'Antarctique, ce qu'on voit, c'est vous l'avez vu dans le film qui a précédé, vous voyez une grande, vaste plaine avec des icebergs blanches et de l'eau autour, et là-dessus quelques silhouettes noires qui se déplacent, et ce sont les manchots et quelques autres espèces d'oiseaux. En fait, il y a une petite douzaine d'espèces d'oiseaux, si on a compté ça avec Emmanuel Lemeur tout à l'heure. Et puis, si on va sous la glace, si on regarde un peu plus profond sur les fonds marins, on voit beaucoup plus d'espèces. En fait, la biodiversité est là. Elle est dans l'océan, sous la glace, enfin sous la glace de mer, celle qui justement oscille, disparaît en été. Et on connaît déjà 9000 espèces sur le plateau continental antarctique, et on estime qu'il y en a 2 fois plus qui ne sont pas encore décrites. Donc la diversité, effectivement, est extraordinaire sur tout le plateau continental antarctique, d'invertébrés marins notamment. Il y a aussi quelques téléostéens, poissons téléostéens. Et cette diversité s'accompagne aussi d'une abondance de quelques-unes de ces espèces absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les images de Balesta, par exemple. Je sais pas. Voilà, elles sont visibles sur le site de WildTouch. Effectivement, la mission Antarctica que mène actuellement Luc Jacquet est retransmise presque jour par jour sur leur site, et on voit des vidéos de plongeurs sous la glace. Donc là, je n'ai pas vu les images, donc je ne peux pas en parler, mais j'imagine qu'on voit cette abondance de formes et cette diversité de formes et de couleurs qui est présente sous la glace. Alors nous, au muséum, on travaille sur les patrons de distribution de ces espèces tout autour de l'Antarctique, et on travaille aussi sur l'origine de ces patrons, l'origine historique longue, qu'on appelle la phylogénie, et puis l'origine à plus court terme qui s'originerait au dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire 20 000 ans. Donc on utilise pour ça des marqueurs génétiques, et les crinoïdes, dont on parlait tout de suite, ont servi de modèle à essayer de comprendre comment les populations ou les espèces en Antarctique se spécient, se créent. Le mot, je déteste ce mot, ne se crée pas, mais s'origine et se diversifie. Donc l'idée qu'on en retire, c'est simplement que lors des glaciations, les glaciers s'étendent et puis occupent tout le plateau continental jusqu'à 500 mètres de fond environ. Évidemment, le niveau des mers baisse, ce qui facilite les choses. Et puis, il reste entre ces grands glaciers des zones refuges, qu'on appelle refuges, où les espèces qui existent encore aujourd'hui sur le plateau continental antarctique persistent. Et puis, lors des déglaciations, ces espèces qui ont persisté ont suffisamment divergé d'une localité à l'autre pour être différentes et ne plus pouvoir se reproduire entre elles. Et on a donc création ou origine de nouvelles espèces. Et les crinoïdes arrivent à bien montrer ça. Alors, ce n'est pas les seuls animaux qui permettent de le montrer, mais ils ont servi de modèle pour essayer de tester cette hypothèse qu'on avait émise depuis longtemps. Alors, est-ce qu'ils peuvent nous servir aussi comme modèle pour l'impact du réchauffement climatique sur la faune sous-marine? Alors, la faune sous-marine est un peu différente des glaciers. On a du mal à voir l'impact des changements climatiques, surtout parce qu'on étudie cette faune benthique depuis relativement peu de temps et de façon systématique depuis très très peu de temps, les quelques 10 ou 20 ans qui nous précèdent. Et ces faunes ont une croissance relativement lente. On lit ça à la physiologie du froid.
Donc une éponge qui va faire 1 mètre de haut aura peut-être plusieurs centaines d'années d'âge. Donc elles mettent beaucoup de temps à croître et elles mettent beaucoup de temps à s'adapter à des situations différentes. Donc du coup, on n'est pas encore en capacité de suivre les impacts des changements climatiques sur les faunes benthiques en Antarctique. Le message qu'on voulait passer ce soir, c'est qu'effectivement, on ne peut pas le faire maintenant, mais tout simplement parce qu'on n'a pas de référence, mais il faut établir cette référence. Et c'est juste le moment de le faire maintenant, puisque le réchauffement climatique en Antarctique ne se voit que relativement peu, surtout sur la péninsule, mais nous on travaille sur le DDU du Mont Durville, la station française, qui est moins impactée que le reste de l'Antarctique. Donc on espère pouvoir faire à terme un point zéro de la biodiversité de l'Est Antarctique, tout au moins, et essayer de suivre l'évolution de cette biodiversité au cours du temps, au cours des 20, 30 ou 40 années qui vont venir. Alors voilà, ce qui permettra effectivement de distinguer la variabilité naturelle des glaces comme du vivant de l'effet de la variabilité du climat qui est tout à fait conjoncturel. Alors justement, Alexandra, vous étudiez ces variations naturelles en tant que paléoclimatologue. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer pourquoi le climat varie naturellement bien avant que l'homme n'y mette son grain de sel ? Bonjour. On a plusieurs sources de variations pour le climat qu'on appelle des forçages. Dans les forçages naturels, on a en premier lieu, on va dire, l'insolation, donc la quantité d'énergie qui va nous arriver du Soleil. Cette insolation, elle va varier au cours du temps en fonction des paramètres orbitaux de la Terre, donc notamment de son inclinaison sur son axe, de son axe de rotation par rapport à sa rotation autour du Soleil. On a d'autres paramètres orbitaux qui sont l'excentricité. Donc ça, c'est le fait que le rond l'ellipse qu'elle fait autour du Soleil va être plus ou moins circulaire ou plus ou moins ovale. Et donc, on va avoir plus ou moins de contraste. Si on a une ellipse qui est circulaire, on va avoir relativement peu de contraste. Si on a une ellipse qui est plus ovale, on va avoir des forts contrastes entre quand on est très loin du Soleil et quand on est très proche. Et donc, cette excentricité, par exemple, elle va le varier sur un rythme de 100 000 ans. Donc, 100 000 ans, on va être de nouveau circulaire, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on voyait quand on remontait à 800 000 ans. Oui, tout à fait. On voit des oscillations qui sont régulières sur 100 000 ans, avec des périodes interglaciaires qui sont courtes et des périodes glaciaires qui sont relativement longues. Donc ça, c'est le forçage plus de type insolation. Ensuite, on a un forçage qui est volcanique, qui va libérer notamment du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et qui va tendre à réchauffer la planète via les gaz à effet de serre. Cet équilibre des gaz à effet de serre, il est également contrôlé par la vie, c'est-à-dire par la quantité de CO2 qui va être pompée soit par les océans, soit par les végétaux présents sur les continents. Donc, plus on va avoir de croissance de végétaux sur les continents, moins on va avoir de CO2 dans l'atmosphère. Ça va aussi dépendre fortement des décomposeurs qui vont être capables de faire ressortir le CO2 qui était piégé dans les végétaux vers l'atmosphère. Donc ça, c'est les forçages naturels principaux. Et puis ensuite, on a les forçages anthropogéniques. Alors justement, quand on compare avec les variations naturelles par le passé, quelles particularités on observe pour la phase actuelle de réchauffement ? Alors la première particularité que vous avez déjà montrée, c'est que le CO2 il est très très haut actuellement, donc à 400 ppm, largement en dehors des variations glaciaires interglaciaires. Donc ça, c'est un premier point qui est très différent de ce qu'on a pu connaître par le passé. On a le même problème pour le méthane et le protoxyde d'azote, qui sont également d'autres gaz à effet de serre qui sont également largement en dehors de la variabilité naturelle. Peut-être d'autres particularités, je pense au laps de temps à laquelle la phase de réchauffement actuelle se déroule. Alors, en termes de niveau des mers,
on a une augmentation du niveau des mers, donc on a dit entre 1,7 et 3 mm actuellement. Par an. Oui, par an, qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on a pu voir sur 2000 ans, puisque sur 2000 ans, donc on a des enregistrements qui sont liés à des marais salants, en fait, qui permettent de donner l'évolution donc, du niveau de la mer sur 2000 ans aux États-Unis, qui montraient des variations plutôt du 10e de millimètre par an, donc environ 10 fois moins, peut-être même plus que ça. D'un autre côté, si on regarde pendant la dernière période de déglaciation, on a eu des montées du niveau des mers plus rapides que la montée actuelle, jusqu'à 10 mm par an. Donc, si on était dans une période de déglaciation, on pourrait dire qu'on a quelque chose de relativement normal. Cependant, on est censé être dans une période interglaciaire stable et non pas dans une période de transition climatique. On est censé avoir atteint un plateau, donc on ne s'attend pas à avoir de telles variations d'origine naturelle sur ce plateau. Et quand on regarde les phases de réchauffement passées, est-ce qu'on arrive à en tirer des conclusions sur ce qui nous attend dans les prochaines décennies en termes de niveau marin, mais aussi en termes de température ? Alors, parmi les périodes chaudes qu'on peut évoquer par le passé, il y a notamment le dernier interglaciaire, qui était environ 2 degrés plus chaud que maintenant, et avec 5 mètres de niveau des mers au-dessus de ce qu'on a maintenant. Donc ça, c'est l'objectif voilà, qu'on s'est fixé pour 2100. C'est ce qu'on peut attendre si on atteint ces 2 degrés. On a eu des périodes encore plus chaudes, donc avec des montées du niveau des mers de 10 mètres, peut-être même jusqu'à 20 mètres par rapport à l'actuel. Là, on comprend bien effectivement l'impact sur les populations humaines, sachant que les 2 tiers de l'humanité vivent pas très loin des côtes. Alors on le voit, chacun à votre manière, vous faites partie vous êtes une pièce de ce grand puzzle de la compréhension du réchauffement climatique. Emmanuel, pour vous, je vais vous prendre le micro pour le faire tourner. Pour vous, quel est le rôle des chercheurs dans ce contexte de réchauffement ? Je pense que nous, on a un rôle d'alerteur, en quelque sorte. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est faire des constats, éventuellement faire des prédictions. Et puis après, j'ai envie de dire, on passe la patate chaude, c'est-à-dire qu'on passe tout ça aux décideurs, et puis à vous de prendre vos responsabilités, parce que nous, on n'a pas capacité de décision. Donc je pense que voilà, la réponse, elle est simple, lapidaire. C'est un constat, on fait un constat, on essaie de l'étayer au mieux, d'être le plus crédible possible. Et je pense que pour ça, le GIEC, c'était une bonne initiative, puisque c'était un panel de grands spécialistes de tous les pays. Et au fil des années, le consensus est de plus en plus marqué, les barres d'erreur sont de plus en plus resserrées, et on arrive à un schéma commun. Donc voilà, un rôle de constat. Alors effectivement, la patate chaude, on peut dire que vous l'avez bien transmise aux décideurs, qui la sont aussi transmises durant 2 semaines là à Paris durant la COP21. Donc il aura échappé à personne que la COP21 a abouti hier et a plutôt bien abouti d'un texte relativement ambitieux, un texte universel. Bon, évidemment, c'est pas un texte parfait et tout reste à faire. Il va falloir attendre de voir comment ce texte est appliqué pays par pays. Alors moi-même, j'y étais la semaine passée au Bourget et je dois dire que c'est quand même quelque chose d'assez fort de croiser dans un même lieu des Chinois, des Indiens, des chefs de tribus d'Amazonie, des Inuits, des Papous, des Américains, toutes ces femmes et ces hommes qui non seulement ont conscience de l'urgence d'agir, mais qui ont travaillé 2 semaines durant, jour et nuit, pour élaborer le meilleur texte possible. Alors évidemment, beaucoup sont là pour défendre des intérêts particuliers. Il y avait notamment la coalition des pays du Golfe qui, conférence après conférence, tentait de montrer que le pétrole faisait partie de la solution. Mais voilà, et contrairement aux précédentes COP, on a un texte qui donne l'espoir, qui donne de l'espoir peut-être pour, je dirais, 4 raisons principales. D'abord parce qu'on a affiché un objectif assez ambitieux, donc de limiter le réchauffement bien en deçà de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Ensuite, parce qu'on prévoit la mise en place d'un système à la fois de vérification des émissions
pays par pays, et puis de révision des objectifs nationaux, et ce tous les 5 ans. Donc ça va être un système à une roue rentrée, si vous voulez. Parce que ce texte prévoit un fonds vert pour aider les pays en développement à la fois à s'adapter. Vous savez que c'est effectivement les pays en développement finalement qui souffrent le plus de ce réchauffement. Donc ce fonds vert servira non seulement à l'adaptation mais aussi à aider la transition énergétique, et il devra être abondé à hauteur de 100 milliards d'euros par an minimum en 2020. Et enfin, dernier point positif, je trouve, de ce texte, c'est qu'il reconnaît quelque part la responsabilité historique des pays développés, en disant que c'est quand même, ce sera beaucoup plus facile pour nous d'atteindre ce pic d'émissions de gaz à effet de serre que pour les pays en développement. Et ça, c'était quelque chose qui était aussi attendu. Peut-être un autre point qui n'a pas été beaucoup discuté, mais qui est présent dans le texte, c'est qu'on ne va pas attendre 2020 en se tournant les pouces d'ici là. Il y a vraiment des étapes importantes qui sont prévues dès 2018, et notamment tous les pays doivent communiquer leurs nouvelles ambitions avant 2020. Alors je me posais une question, peut-être à vous, Marc. Qu'est-ce que vous pensez de ces grandes réunions, de ce texte? Vous y croyez, vous, personnellement? Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. Alors, je vais d'abord revenir sur la précédente, sur le rôle des chercheurs, qui m'intéresse beaucoup. J'avais bon, j'adhère complètement à ce qu'a dit Emmanuel. Je pense que ce qui derrière le chercheur fait que l'alerte a pu être donnée, c'est aussi que l'indépendance de pensée du chercheur a été respectée. Cette indépendance de pensée est particulièrement importante ici en France, parce que les chercheurs, enfin, nous en tout cas, sommes des chercheurs de la fonction publique. Et la fonction publique en France statue que le chercheur est libre dans son expression et dans sa recherche. Nous sommes totalement indépendants, nous pouvons donc amener un message inattendu aux décideurs politiques. Donc, à mon avis, et je rajouterai simplement ça, c'est qu'au-delà du chercheur, qui peut très bien être payé par Total, au-delà du chercheur, c'est l'indépendance du chercheur qui est importante, et au-delà de ça, en France en tout cas, la fonction publique qui permet l'indépendance de façon statutaire de ces chercheurs. Et pour ce qui est de la COP21, donc c'est un peu relié au discours que je viens d'avoir, et qui est peut-être un peu paradoxal. Je ne suis pas tellement croyant dans les décisions gouvernementales à très haut niveau qui sont prises. Les décisions qui sont imposées ensuite petit à petit vers le bas me semblent un petit peu difficiles à avaler, par le bas en tout cas. En revanche, il y a énormément d'initiatives qui sont prises un petit peu partout en France et probablement dans le monde. Donc des habitats, par exemple, écologiques qui sont construits, de l'agriculture bio qui s'étend un petit peu partout. Ce sont 2 exemples en particulier, mais ce sont des initiatives qui sont purement locales et qui proviennent des gens eux-mêmes, et qui n'ont pas attendu que la COP21 se réunisse et signe un bout de papier pour considérer qu'il fallait faire quelque chose. Voilà. Alexandra, peut-être un mot sur ces réunions et sur ce texte. Est-ce que ça vous paraît une avancée majeure? Est-ce que c'est quelque chose qui va changer le cours des choses pour vous? Je rappelle qu'effectivement, la plupart en tout cas des ONG et des activistes soulignent que ce texte peut représenter un tournant, en tout cas, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous partagez cette idée? Moi, je pense que c'est un accord qui était nécessaire. Je suis contente qu'il soit en place, que les pays aient réussi à se mettre d'accord. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas la taxe carbone à l'intérieur, parce que c'est quand même très important pour que les entreprises puissent jouer leur rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mmh. Elles ont besoin d'avoir une vision claire, et ça, il n'y a que les politiques qui peuvent l'amener. Alors, a priori, François Hollande a annoncé qu'il allait créer une coalition pour le prix du carbone dans les prochains mois. On va voir si ça aboutit effectivement à la mise en place d'un nouveau prix au carbone.
pense que ce serait sans doute une des choses les plus efficaces pour mettre vraiment tout en mouvement. Alors, Emmanuel, peut-être, par rapport à ce texte, est-ce que vous pensez que les solutions viendront des décideurs à qui vous avez passé cette patate chaude, ou est-ce que finalement, il vaut mieux attendre des solutions de la société civile ? Je pense qu'idéalement, il faudrait qu'il y ait les deux côtés qui abondent. S'il y a en effet ce qu'on appelait tout à l'heure entre nous là, le bottom-up, c'est-à-dire la société civile qui, de par ses actions, va amener les décideurs à agir, ne serait-ce que pour montrer qu'ils sont dans l'air du temps. Mais si d'un côté, il y a des, je n'ai pas envie de dire des mesures coercitives, parce que le mot fait peur, mais s'il y a des velléités de gérer un peu tout ça au niveau décisionnel, c'est peut-être pas plus mal non plus. Ça pourrait peut-être faire progresser les choses et faire aller un petit peu plus vite. Je pense que on fait feu de tout bois, tout est bon à prendre dès lors qu'on va dans ce sens d'une transition énergétique, d'une limitation de nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Que ça vienne d'un côté ou de l'autre, j'ai envie de dire tout est bon à prendre. Et alors sur l'objectif des 1,5 degrés, avec votre regard de scientifique habitué à manier ces chiffres et ces prévisions, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est encore possible de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degrés ? Bon, moi, je ne suis pas un grand spécialiste du domaine. J'en discute avec des collègues au laboratoire de glaciologie qui seraient peut-être plus amenés que moi à répondre, mais du peu que j'en sais, je suis assez sceptique quant au moins de 2 degrés. Une des raisons, c'est tout simplement que, j'ai envie de dire, le mal est en partie déjà fait, dans la mesure où le climat des décennies futures, il est le résultat de ce qu'on a balancé dans l'atmosphère les quelques décennies passées, parce que tout simplement, le temps de résidence du CO2 dans l'atmosphère est de 100 ans. Donc ça veut dire que si même demain on arrêtait toute émission, on en discutait tout à l'heure, il y aurait encore, de par l'inertie du système, une augmentation des températures, et ce n'est au bout que de quelques décennies que la courbe finira par s'infléchir. Donc, on a pris la bonne voie, là, a priori. Je pense que progressivement, nos émissions, enfin, on peut rêver. Enfin, non, c'est ça. Si on peut espérer, peut-être. On peut espérer, on va dire ça. Je pense que la courbe va s'infléchir, elle va même peut-être s'inverser, mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des résultats très, très rapides, tout simplement, de par le fonctionnement du système. Donc, sachant ce qu'on a émis jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on va encore émettre, quoi qu'on en dise, j'ai peur que les 1,5 degrés à l'horizon 2100, ce soit complètement utopique. Et les 2 degrés ? Après, de là à dire un 5, 2, 2, 5, beaucoup semblent le 3, 3,5 comme plus réaliste. Au rythme actuel des émissions. Mais mais après, là, on est vite dans l'incertitude des modèles. Il ne faut pas oublier que là, c'est du pronostic, c'est plus du diagnostic. Donc là, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Il y a des incertitudes quant au modèle qui, à scénario donné, vous donne des températures futures et un niveau des mers futur. Mais il y a aussi de l'incertitude quant au scénario. Et quand on ajoute ces incertitudes, à la fin, ça fait une fourchette qui reste assez importante. Donc on est dans cette fourchette. Et moi, le 3 degrés me paraît plus réaliste que le 1,5. Maintenant, l'avenir nous le dira. 3 degrés, donc on va attendre. Le GIEC a prévu un rapport sur l'impact du réchauffement, et donc ils vont étudier l'impact du 1,5, l'impact du 2, et ils vont aller jusqu'à 3-4 degrés. Donc ça, ce rapport sera communiqué en 2018. Alors, un monde plus chaud, c'est très certainement aussi un monde avec plus de tensions. On le voit avec l'exemple de la Syrie. Entre 2006 et 2010, la Syrie a vécu ses pires années de sécheresse qui ont entraîné un effondrement des récoltes, un déplacement de population. Près d'1 million de populations ont migré vers les zones rurales. Et certains chercheurs n'hésitent plus à dire que le réchauffement climatique a joué un rôle, en tout cas, au conflit actuel. Et il y a d'autres conflits, notamment en Afrique, sur lesquels ce lien est fait. Alors vous, Alexandra, vous vous êtes intéressée à ce lien réchauffement-conflit en étudiant l'Égypte d'il y a 4000 ans. Alors racontez-nous vos travaux et les principales conclusions de cette recherche. Donc j'ai travaillé sur des momies égyptiennes qui étaient datées entre 5500 et 1500 avant maintenant, ce qui correspond en gros à toute l'histoire égyptienne, depuis la période prédynastique jusqu'à la période gréco-romaine.
Et j'ai réalisé des analyses géochimiques sur les os et les dents de ces momies. D'ailleurs, la plupart de ces momies proviennent du musée des Confluences. Ah. Donc, je remercie le musée des Confluences qui m'a laissé accéder aux collections. D'où l'importance des collections des musées. Oui, qui sont très complètes et vraiment avec beaucoup de périodes ici. Et donc, à partir de ces échantillons, donc j'ai réalisé des mesures géochimiques qui sont assez proches finalement des mesures qu'on peut réaliser dans les carottes de glace et qui permettent de reconstituer donc, quelque part l'évolution de paramètres climatiques dans les régions considérées, donc dans l'Égypte et dans la région du nord-est africain. On a une augmentation du delta O18, donc d'un marqueur géochimique, qui correspond à une réduction des précipitations dans cette région. C'est une réduction des précipitations que j'ai essayé de quantifier. Donc, je suis arrivée à une valeur de 140 mm par an en moins dans la région des sources du Nil. C'est quelque chose qui est relativement comparable à ce qu'on obtient avec des modèles climatiques sur la même période de temps, qui sont plutôt aux alentours de 200-300 mm. Toujours est-il qu'on a une réduction des précipitations sur une période de temps assez longue. Et par ailleurs, on a des textes historiques qui ont été rédigés par les Égyptiens. Et à certains intervalles de temps, donc ces textes rédigés par les anciens Égyptiens parlent de périodes soit de famine, soit de conflits, qui ont pu être reliés à des périodes de bas niveau du Nil et même à des événements climatiques. Donc ça, ce n'est pas directement mon travail. Moi, j'avais montré plutôt une tendance générale. Mais c'est vrai que des fois, on peut vraiment relier un événement climatique à un épisode de famine qui sont donc indiqués dans les textes. Soit directement, on a des basses eaux, on a des bas niveaux du Nil, ou alors le prix du pain a monté, ou encore certains ouvriers font grève parce qu'ils n'arrivent plus à se nourrir, etc. Alors justement, ce lien entre réchauffement et conflit fait dire à certains observateurs et certains chercheurs que finalement la lutte contre le réchauffement climatique pourrait être la meilleure chance de paix pour la planète, d'autant plus que finalement c'est la première fois dans l'histoire de l'homme que l'humanité se retrouve face à un ennemi commun, le réchauffement climatique. Est-ce que par exemple, Marc, est-ce que vous partagez cette vision assez positive de la lutte contre le réchauffement climatique vers un monde finalement avec plus de cohésion, peut-être moins de conflits? On est très très loin de mon domaine d'expertise. Donc, je suis pas sûr que le réchauffement climatique soit un ennemi. Je ne le qualifierais pas comme ça. C'est probablement un souci, un problème qu'il faut réduire, et probablement avec toutes les ressources disponibles, ressources de cerveau, ressources, tout ce qu'on veut. Il est bien possible que effectivement, la signature de ce traité à 195 pays fasse qu'une cohésion se mette en place pour arriver à un accord commun vers une solution durable. Simplement, ce qu'on constate, alors je ne suis pas historien, mais quand même je vais faire un peu d'histoire. Ce qu'on constate au XXe siècle, c'est que la résolution des problèmes passe par des conflits armés notamment. Et simplement parce que les ressources sont préemptées par un petit nombre. Mais quand on commence à préempter les ressources pour soi, eh bien, les autres ne sont pas très contents et commencent à s'échauffer. Et donc du coup, on crée des conflits. Alors je ne suis pas très certain que... Bon, peut-être que la signature de cet accord fera qu'il n'y aura pas de conflit. Je l'espère. Cela dit, l'expérience par l'histoire nous montre une autre voie. Alors peut-être Emmanuel, hein, sans tomber dans... Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une chance, ou en tout cas, est-ce que pour vous, la lutte contre le réchauffement climatique représente une des meilleures chances de paix pour la planète?
Là, j'avoue que c'est pareil, ça dépasse un peu mes compétences, donc je pense qu'on va pas s'étendre sur le débat. Non, j'avoue, là, je tombe un peu des nues. Sur le fait que ce texte signé par 195 États, ça c'est quand même une première... C'est très bien, ça prouve au moins qu'on est capable, quand la situation le demande, de se mettre autour d'une table et puis au moins de sauver la face. Après, la suite, j'attends voir, pourquoi pas. Ça prouve que voilà, il y a un consensus, il y a une reconnaissance, il y a des velléités, au moins officiellement. Voilà. Après, je pense que je ne m'aventurerai pas au-delà. Alors, un dernier mot peut-être, Alexandra, avant de vous donner la parole à la salle. Merci. Alors par rapport à cette idée que peut-être le réchauffement climatique pourrait représenter une façon de rendre les États avec une meilleure cohésion, on va dire, est-ce que pour vous il y a un espoir avec ce texte signé par 195 États ? Ce que je voulais dire, c'est juste faire remarquer ce qu'a dit Laurent Fabius hier, plus dans la matinée, où il disait que tous ces 195 pays, ils ont signé cet accord sans être forcés. Donc on les a convaincus, pour ceux qui n'étaient pas d'accord, uniquement par la parole, pas par des menaces de sanctions ou des menaces économiques ou justement des menaces de conflit. Et donc il disait que c'était une victoire déjà diplomatique, même si ce n'est pas forcément écologiquement ou climatiquement viable. Quelque part, c'est génial d'avoir réussi à mettre tous ces pays autour de la table et sans les forcer à obtenir d'eux des pas en avant. Alors on va voir si on arrive, sans les forcer, à obtenir des faits concrets maintenant que le texte est sur la table. On va peut-être vous laisser la parole. N'hésitez pas à interroger l'un de nos trois spécialistes ou bien des questions d'ordre plus général. Est-ce qu'on a des micros qui circulent dans la salle ? Voilà, donc levez la main et n'hésitez pas, la première question est toujours la plus compliquée. Alors s'il y a pas de première question, je vais la faire moi. Alexandra, puisque vous avez le micro, est-ce que vous pensez qu'individuellement, on peut chacun, à son niveau, agir ? Et dans ce cas-là, quelles sont les priorités en action individuelle ? Oui, je pense que chacun peut participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Le premier problème qu'on a pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions de gaz à effet de serre, elles ont lieu particulièrement quand on produit de l'énergie. Et cette énergie, ensuite, elle sert pour le chauffage, elle sert pour faire circuler les voitures, elle sert également pour produire des biens de consommation courante. Donc, un des premiers leviers pour chaque citoyen, c'est de diminuer sa consommation énergétique, donc soit en baissant le chauffage, soit en utilisant des appareils électriques qui consomment peu, en faisant des cycles longs sur les machines à laver, des cycles froids, etc. Jouer également sur les ampoules, basse consommation, des modes de transport doux. Il y a vraiment plein d'actions qui sont faciles à mettre en œuvre et qui sont... chacun peut participer vraiment à son niveau et à la portée de tous. Voilà, tout le monde peut le faire et ça aura un impact beaucoup plus important si des millions de personnes le font par rapport à juste 2-3 grandes entreprises quelque part. Oui, bonjour. Donc on a vu un film sur les manchots empereurs et donc je m'interrogeais également si au niveau scientifique on sait déjà ou on a déjà observé une évolution de leur comportement due au réchauffement ou non. Alors, il n'y a pas d'ornithologue parmi nous. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, un de leurs soucis, c'est en ce moment la fameuse mer de glace, et pas glace de mer, comme j'ai dit tout à l'heure. En fait, depuis une décennie maintenant, la mer de glace, qui est donc la mer devant dans le pourtour en fait, de l'Antarctique, reste englacée pendant une période beaucoup plus longue que ce qui avait été constaté jusqu'à présent, ce qui impose aux manchots de marcher beaucoup plus pour aller finalement récupérer leur nourriture et ensuite remarcher beaucoup plus longtemps pour aller la ramener à leurs petits.
Et du coup, ce qui pourrait remettre effectivement en cause, enfin en tout cas diminuer leur probabilité de reproduction, ce qui rend la reproduction plus difficile, on va dire. Après, en termes de comportement, je ne sais pas si on a noté des comportements... Non, ce que je veux dire, c'est que ça a été surtout impactant pas sur les empereurs, parce que les empereurs, la glace de mer qui est longue à franchir, ça a toujours fait partie de leur cycle, parce que c'est des époques où la glace de mer est naturellement très, très étendue. Là où ça a impacté ce à quoi fait allusion Lise, c'est le fait que normalement tous les étés, jusqu'à il y a 5-6 ans en effet, la banquise se disloquait pratiquement jusqu'à la côte. Et c'est 3-4 dernières années, ça fait pas tout à fait 10 ans, on va dire, ça fait plutôt 3-4 années, la banquise, au lieu de se disloquer complètement, elle a perduré sur une 50aine de kilomètres. Et là, pour le coup, ça a impacté sur une autre espèce qui a un cycle de reproduction et de développement plus tardif, qui est celui des manchots adélie. Je ne sais pas si vous connaissez. Des manchots beaucoup plus petits. Beaucoup plus petits. Et là... lorsque le poussin est né, je ne sais pas si c'est lié au fait qu'ils peuvent accumuler moins de réserves ou pas, mais les parents sont censés faire la noria avec la mer libre à une fréquence assez soutenue. Et là, pour le coup, ces années-là où la glace de mer était, au lieu d'être à 500 mètres, 3 km, 10 km, elle était à 50 km. Donc la fréquence de ces norias s'en est ressentie et ça a été quasi rédhibitoire pour certains poussins. De là à dire que ça a modifié leur comportement, je n'irai pas jusque-là, parce que je ne sais pas s'ils ont vraiment le choix dans leur comportement non plus. Eux, faut qu'ils mangent. Donc ils font tout le nécessaire, et puis ça passe ou ça casse, et là, en l'occurrence, ça cassait, quoi. Après, c'est évident, comme le disait Emmanuel en début de discussion, l'Antarctique n'est pas la région du monde la plus impactée aujourd'hui par le réchauffement. Et donc l'impact sur la biodiversité est beaucoup plus visible sur les zones tempérées comme les nôtres, où là on voit vraiment des migrations de populations, et c'est très visible sur les papillons et les oiseaux pour lesquels on a un recul de plus d'un siècle. Et puis sur certains végétaux aussi, où là on voit bien une migration vers le nord, vers des températures plus clémentes. Alors il y a une autre question au milieu. Vous dites que le réchauffement climatique a créé un problème au niveau des cultures, surtout la sécheresse, mais sous Louis XIV, il y a eu la petite glaciation et il y a eu 2 famines énormes qui ont préfiguré la Révolution française. Alors effectivement, ce n'est pas uniquement le réchauffement qui impacte les cultures. Un refroidissement peut tout autant impacter les cultures. Ce que je voulais plutôt souligner, c'est les modifications rapides du climat qui ont un impact sur les cultures et donc sur les éventuelles famines et éventuels déplacements de population, et donc in fine sur d'éventuels conflits. Et à ce propos, il y a un historien qui fait un très bon travail sur le lien entre climat, agriculture et événements sociétaux, on va dire. C'est Emmanuel Leroy-Ladurie qui a écrit des livres sur la question et qui remonte à plus de 1000 ans d'histoire française, qui fait le lien entre le climat et la société, l'histoire française. Un très bon livre. Une dernière question. Est-ce que c'est par le réchauffement que maintenant les saisons, elles se font plus et on passe presque de l'hiver à l'été en 2 jours, et là on a chaud, d'un seul coup on va peut-être avoir 20 degrés de différence. Est-ce que c'est à cause de ce réchauffement ou notre manière de vivre? Alors c'est toute la question, effectivement, de distinguer la variabilité naturelle dans laquelle on peut avoir des exceptions, de la variabilité réellement liée à une tendance lourde et conjoncturelle du réchauffement. Sur cette question, Emmanuel, Marc, Alexandra, qui est-ce qui se sent... Moi, je ne vais pas répondre. Enfin, je vais reprendre ce qu'ont dit un peu les spécialistes du GIEC, c'est que associé au réchauffement climatique, on anticipe un dérèglement climatique, en effet, qui se traduirait entre autres par des événements, des sécheresses, voire même des effets qui pourraient paraître paradoxaux, comme des précipitations accentuées sur certaines régions, des épisodes des incursions froides et inversement des incursions chaudes. Donc
oui, peut-être dans une certaine mesure, un réchauffement climatique, un dérèglement climatique. Là, on est plus sous le coup du dérèglement climatique qui pourrait être une des conséquences du réchauffement climatique. C'est vrai que j'ai entendu des choses, mais encore une fois, je ne suis pas un grand spécialiste, mais sous l'effet d'une augmentation de température, vous avez la genèse des cyclones tropicaux qui s'envoient d'autant facilité. Donc, ce qui peut expliquer des successions cycloniques plus fréquentes. Mais là, il faut se méfier aussi. Il y a peut-être aussi un biais médiatique qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un cyclone, toute la Terre le sait. Il n'y a encore pas si longtemps, je ne dis pas que c'était passé sous silence, mais il faut se méfier, on est de plus en plus sensible à ça, les médias sont sur le qui-vive et il y a peut-être aussi un biais qui a tendance à trahir un peu la réalité des choses. Ceci dit, oui, je pense qu'associé au réchauffement climatique, on peut s'attendre à du dérèglement climatique et ce que vous mentionnez pourrait rentrer dans cette catégorie-là. C'est-à-dire qu'encore une fois, un climat, ça se traduit par un état moyen sur lequel se surimpose une variabilité. Et peut-être que le changement climatique, non seulement impacte sur cet état moyen, dans la mesure où il ferait augmenter les températures moyennes de 1 à 2 degrés, que sais-je, mais il pourrait peut-être aussi jouer sur ces écarts par rapport à la moyenne, les rendre plus fréquents ou plus important. Et à ce moment-là, le fait que les saisons, on ne les retrouve plus, ça pourrait entrer dans cette logique-là. Je vous remercie. J'ai entendu aussi que le duvet des petits manchots, oui, n'était pas fait quand il a plu. Ils ont un duvet qui n'est pas adapté. Est-ce que cette espèce, par force, arrivera à s'adapter si ça reste comme ça, si on ne revient pas comme avant? On va peut-être plutôt demander aux biologistes. Merci beaucoup. Donc oui, le duvet des bébés manchots n'est pas imperméable. C'est pourquoi on parlait des manchots Adélie qui ont subi des événements de pluie il y a 2 ans. Et c'est les petits manchots n'étant pas imperméables, ont stocké de l'eau de pluie et ont congelé sur place. Donc il y a une mortalité liée à la pluie qui n'est pas fréquente en terre Adélie. Pour ce qui est de l'adaptation, alors ça c'est une question intéressante et importante. L'adaptation peut se faire par du comportement. Effectivement, on peut s'adapter par le comportement à des situations différentes. Par exemple, on peut mettre un pull quand il fait froid. Difficile pour le manchot. Le manchot ne sait pas faire ça. L'adaptation des espèces à des changements climatiques importants comme ceux-là vont prendre beaucoup de temps, très probablement, parce qu'on est dans un pas de temps qu'on va appeler l'évolution. Et ce pas de temps est de plusieurs millions d'années. Donc les manchots qui vont être issus des manchots actuels, dans 2 ou 3 millions d'années, peut-être mettront des pullovers. Je rajouterais peut-être juste que cette espèce n'est pas non plus favorisée pour avoir une adaptation rapide du fait de sa lente reproduction. Si vous avez une espèce qui se reproduit très rapidement et a beaucoup plus de chances finalement à pouvoir réagir même sur des périodes très courtes. On a vu des adaptations sur plusieurs décennies à un forçage environnemental, mais pour une espèce dont la reproduction met plusieurs mois et qui n'a qu'un seul œuf, ça mettra beaucoup plus de temps effectivement pour espérer voir une adaptation efficace vu la vitesse du réchauffement en cours.